Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026 et nos chers amis Richard Wolff et Michael Hudson sont avec nous. Bon retour parmi nous, Richard et Michael. Content de revenir. Yeah. Let me start, Michael, with you. Laisse-moi commencer avec toi, Michael. Tu sais, nous avons parlé de ces questions géopolitiques tout au long de la discussion. Mais ici à Davos, quand on regarde Davos et le Forum économique mondial, est-ce que cela se transforme d'un forum économique en une rampe de lancement pour un nouvel ordre mondial de puissance? Et qui a réellement voté pour cela? Quand Donald Trump parle de paix, il me semble qu'il ne parle pas de mettre fin aux guerres. Il parle de réorganiser le monde en blocs militaires rivaux. Quelle est ta compréhension de cela, Michael? Eh bien, son idée de faire la paix consiste à mener la guerre contre tous les ennemis. Et quand on les bat, il y a la paix, parce que la guerre est terminée et qu'ils sont vaincus. La raison pour laquelle tout cela est pertinent à Davos, c'est qu'au fond, il s'agit d'économie. Je veux dire, c'est ce qui a déclenché toute la guerre. Si la stratégie américaine dans son ensemble consiste à prendre le contrôle de l'économie mondiale, à maintenir le dollar au centre, à créer ce nouvel ordre fondé sur des règles, alors on ne peut pas faire plus économique que cela. Et la question est, que va faire l'Europe à ce sujet? La Chine a réagi à sa manière. La Russie attend que cela se produise. L'Iran attend que cela se produise. Iran is waiting for it to happen, and you've had two recent guests on. Et vous avez récemment reçu deux invités qui ont fait un excellent travail en expliquant l'importance stratégique du Groenland dans tout cela. Vous avez eu John Hilmer et mon ami Craig Roberts qui ont expliqué que la question ne concerne pas vraiment les terres rares ou les minéraux, car ces ressources sont enfouies sous 1 kilomètre de glace et de glaciers. On ne pourra pas y accéder avant longtemps. Il s'agit plutôt d'enjeux militaires et du contrôle maritime. Et il ne s'agit pas seulement de faire du Groenland le 51e État, mais comme l'a souligné l'ambassadeur des États-Unis en Islande, aussi de faire de l'Islande le 52e. It's to make Iceland the 52nd state. There's no point in taking Greenland over militarily. Il n'y a aucun intérêt à prendre militairement le contrôle du Groenland si l'on ne contrôle pas aussi l'Islande, car cela permettrait de constituer une sorte de ligne défensive maritime. On aurait alors tout, du Canada à l'Islande jusqu'à la Norvège, aligné. Et cela bloquerait l'accès de l'Atlantique Nord à l'océan Arctique. Bien sûr, c'est tout l'enjeu de la fonte de l'océan Arctique. Permettre le transport afin que l'Europe n'ait plus à contourner ni l'Afrique du Sud, ni l'extrémité de la Patagonie en Amérique du Sud. Elle pourrait simplement passer de l'Atlantique au Pacifique par l'Arctique. C'est cela que Trump veut empêcher, tout comme il a voulu bloquer les investissements chinois dans le port du canal de Panama. Il veut contrôler le droit de la mer. Eh bien, le problème, c'est que cela va à l'encontre de tout le droit international sur la liberté des mers. C'est la base du droit international. Et c'est inscrit dans la Charte des Nations Unies. Donc, ce que Trump a essayé de faire, en plus de parler du Groenland, c'est ce Conseil de la paix dont vous avez parlé. Et vous avez raison, le Conseil de la paix signifie « Nous déclarerons la guerre à tous ceux qui n'acceptent pas la paix selon les conditions américaines de la paix, le nouvel ordre de la guerre froide ». Et Mark Carney a prononcé un bon discours hier, en disant que, vous savez, toute cette idée d'un ordre fondé sur des règles n'était qu'une fiction. Ils essayent simplement de jouer avec nos esprits. Ils essayent de nous faire considérer l'ordre comme quelque chose qui sert uniquement les États-Unis, sans vraiment reconnaître que cela renverse l'ensemble du droit international. Non seulement ce qui a été inscrit dans la Charte des Nations Unies en 1945, mais aussi tout ce qui remonte au traité de Westphalie de 1748 et au principe de souveraineté nationale. On peut donc regarder le discours de Trump ainsi que ceux des autres présents
qui disait « Nous voulons vraiment annuler toute référence à la souveraineté nationale ». Eh bien, la question est, que va faire l'Europe à ce sujet? Ce qui complique les choses, c'est que Trump ne voulait pas simplement ce que l'OTAN et le Danemark veulent, à savoir militariser le Groenland pour combattre la Russie. Le Danemark est tout aussi anti-russe que l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Trump veut en réalité posséder le Groenland afin de pouvoir dire qu'il a étendu les États-Unis à leur plus grande dimension depuis James Polk en 1844, lorsqu'il s'est emparé d'une grande partie du Mexique au nom de la destinée manifeste. La destinée manifeste de l'Amérique s'était déjà étendue jusqu'à l'Asie lors de la guerre hispano-américaine, quand on affirmait « Nous avons besoin des Philippines pour que la destinée de l'Amérique soit de contrôler les mers. Nous avons besoin de Hawaï pour contrôler le Pacifique. » Ainsi, tout ce contrôle des mers vise à compléter la guerre menée par l'Amérique contre l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, qui cherche à intégrer l'Eurasie avec la Chine. Tout cela relève de la géoéconomie. Et ici, la géopolitique, c'est de la géoéconomie. Ainsi, la lutte autour du Groenland constitue en quelque sorte une étape vers la prise de contrôle de l'Islande. Et les principaux soutiens de Trump, les gens de la Silicon Valley, considèrent l'Islande non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi comme une immense source d'énergie grâce à son eau chaude volcanique. Il y a environ une dizaine d'années, je crois, l'Islande a utilisé son énergie volcanique dans le nord pour approvisionner les entreprises d'aluminium en électricité pour le raffinage, puisque l'aluminium est essentiellement produit à partir d'électricité. Et elle n'a absolument rien obtenu en retour. Les compagnies d'aluminium ont déclaré « Nous allons employer quelques Islandais sur place ». Je crois que 7 ou 8 Islandais ont été embauchés. Et j'ai parlé de cela avec 3 premiers ministres islandais. Et ils ont tous dit « Eh bien, il n'y a rien que nous puissions faire ». Les grandes familles d'Islande sont toutes très pro-américaines. Et c'est vraiment ce qui complique tout. Eh bien, l'Islande, si l'Europe renonce au Groenland, elle renoncera aussi à l'Islande. Cela revient essentiellement à dire « Nous allons bloquer l'accès de la Russie à la mer, non seulement son accès à l'Arctique, mais aussi son commerce avec Cuba et le Venezuela dans l'Atlantique, ainsi que son accès à la mer Baltique, où ils saisissent déjà des pétroliers. La saisie de pétroliers est techniquement un acte de guerre. Si une entreprise privée saisit un pétrolier, c'est de la piraterie. Si un gouvernement saisit un pétrolier, c'est un acte de guerre. Je ne vois pas l'Europe réagir de quelque manière que ce soit pour tenter d'arrêter cela. Par exemple, en saisissant la Cour pénale internationale et en accusant Trump de crimes de guerre. Le Financial Times, parmi tous les journaux, n'a cessé de souligner encore et encore. Voici tout ce que l'Europe peut faire pour bloquer les États-Unis. Et l'un des éléments imprévisibles ici, c'est que les accords conclus par von der Leyen, la capitulation face à Trump concernant les tarifs douaniers américains imposés à l'Europe en échange de concessions, disons-le, d'une subordination totale, n'ont pas encore été approuvés par les parlements nationaux. Et il est certain que toute cette réaction européenne dans les parlements nationaux les empêche, à mon avis, de céder aux exigences de Trump en matière de tarifs et de concessions. Donc, vous voyez simplement la montée d'une prise de conscience européenne. Eh bien, peut-être devrions-nous commencer à ce que nous avions menacé de faire en réponse à Trump. Peut-être devrions-nous commencer à taxer les entreprises américaines d'Internet, Google et Facebook, de la même manière que nous taxons les autres entreprises. Peut-être ne devrions-nous pas accorder d'exemption spéciale aux États-Unis. Il y a toutes sortes de choses que l'Europe peut faire. Mais pour commencer,
Avant tout cela, vous aviez le chef de l'OTAN, Rutte, qui a rédigé une note incroyable de flagornerie, disant « Vous savez, je suis avec vous. Ce que vous faites au Groenland est merveilleux. Nous devons parler dès que vous arriverez à Davos. » Je suis avec toi. Tu sais, nous allons bloquer le fait que les politiciens européens ne voudront peut-être pas de cela. Et la plupart des politiciens européens restent vraiment très silencieux. Les journaux, le Financial Times et d'autres, disent que, peut-être, ils discutent entre eux de ce qu'il faut faire. Mais c'est vraiment l'épreuve de force. Et comme tu viens de le souligner, le Conseil de la paix de Trump, c'est essentiellement cela. Il veut qu'il remplace le groupe des 7, qu'il remplace véritablement les Nations Unies. Il dit que les Nations Unies représentent l'ancien corps du droit international. Le Conseil de la paix instaurera l'ordre fondé sur des règles, et ce sera une nouvelle forme de droit international où le reste du monde sera constitué de satellites. Les États-Unis, la Russie et la Chine sont vraiment les trois puissances. Et la stratégie de sécurité nationale a déclaré qu'il fallait reconnaître l'Inde et bien sûr le Japon. Eh bien, le Japon n'est qu'un satellite des États-Unis. Ce qui se passe ressemble beaucoup à la manière dont l'Église catholique a pris le contrôle de l'Europe au Xe siècle. Il y avait toutes sortes de seigneurs de guerre. Ils voulaient soumettre l'Allemagne. Ils voulaient conquérir le christianisme oriental à partir de Constantinople. Mais ils n'avaient pas d'armée. Alors ils ont passé des accords, d'abord avec Robert Guiscard en Sicile et dans le sud de l'Italie, puis avec Guillaume le Conquérant. Sicily and southern Italy, and then William the Conqueror. And they actually drew up contracts with each. Et ils ont en fait rédigé des contrats avec chacun de ces dirigeants, en disant « Nous ferons de toi le roi de Sicile, le roi d'Angleterre, et nous te reconnaîtrons par l'Église. Nous légitimerons ton pouvoir. Mais tu dois signer un contrat et nous donner le contrôle de toutes les finances des terres ecclésiastiques là-bas. » L'Église était le plus grand propriétaire foncier et le principal centre économique et social de l'Europe. Et l'argent que l'on collectait pour le denier de Saint-Pierre, les contributions destinées à soutenir les pauvres, au lieu de l'utiliser pour des dépenses sociales, il fallait tout l'envoyer à Rome. Guillaume le Conquérant a signé, Robert Guiscard a signé. Et cela est essentiellement devenu un modèle qui a transformé d'autres pays en satellites. D'abord, c'était Rome. Mais après l'échec des croisades, Rome a perdu son pouvoir et tout ce contrôle sur les gouvernements est passé à la classe bancaire internationale. Ce sont les banquiers qui ont dit « Désormais, nous disons aux gouvernements qu'ils doivent donner la priorité au remboursement de toutes les dettes de guerre qu'ils nous doivent, mettre les créanciers étrangers en premier, mettre notre pouvoir en premier. » C'est ce qui les a conduits à soutenir les pays parlementaires protestants qui étaient prêts à taxer l'ensemble de leur population pour rembourser ces dettes. Et tout cela s'est déjà produit auparavant. À chaque fois, les gouvernements européens se sont rendus. Mais cette fois, ils ne se rendent pas à un groupe financier international abstrait. Ce qui est différent, c'est que les États-Unis veulent contrôler le système financier international lui-même, le système commercial international, les investissements internationaux, voire le droit de la mer. C'est une immense prise de pouvoir que Trump essaye de réaliser. Et la question est la suivante. Si les autres pays ne ripostent pas, ils finiront essentiellement dans un monde unipolaire. Ils détournent leurs dépenses sociales vers les dépenses militaires, essayant de fragmenter la Russie et la Chine jusqu'à ce qu'elles puissent, elles aussi, être intégrées dans ce système centré sur les États-Unis. C'est la stratégie de sécurité nationale américaine qui vient d'être publiée il y a un mois, et c'est vraiment ce qui est en jeu à Davos en ce moment. Richard, vas-y, lance-toi. Nima, let me try to
Nima, laisse-moi essayer, comme ça arrive souvent, de compléter ce que Michael vient de dire avec une interprétation un peu différente. D'abord, moi aussi j'ai été frappé par la déclaration de Ruth, car elle m'a montré que dans chaque capitale européenne, et je parle bien de chaque capitale européenne, les dirigeants essaient de comprendre dans quelle direction souffle réellement le vent en ce moment, et s'il est sûr ou non de s'éloigner des États-Unis. Peux-tu imaginer une Europe unie adoptant une position différente? Ou bien cela serait-il simplement l'occasion pour les Français de trahir à nouveau les Allemands, les Italiens et les Scandinaves? Ils n'ont toujours pas réussi à surmonter les conséquences du traité de Westphalie. Vous savez, le nationalisme a été la sage-femme de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe. C'est pourquoi le capitalisme est resté si attaché à la mentalité nationale et au cadre national de compréhension, bien après que cela n'ait plus eu beaucoup de sens en raison du développement économique. Et je pense que c'est exactement ce que l'on voit aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, ma compréhension de la mainmise sur le Groenland, c'est que tout cela concerne la lutte avec l'Europe. Les États-Unis prennent un pari immense. Ils parient qu'ils peuvent subordonner leurs alliés et les transformer en esclaves. Transformer l'Europe, qui était autrefois l'allié avec laquelle il fallait composer parce qu'elle constituait la ligne de front contre l'Union soviétique, en une Europe qui fera pour eux ce que les pays d'Amérique centrale font depuis longtemps. Je pense aussi que c'est délirant. La déclaration du 4 décembre dont nous avons parlé, cet argument de sécurité nationale, c'est délirant. C'est simplement une version bien rédigée des conférences de presse incohérentes de M. Trump. Elle confond même le Groenland et l'Islande, comme s'ils étaient indiscernablement un problème. Et quel est le problème? L'Europe. Les États-Unis veulent s'emparer du Groenland parce que c'est une manière de subordonner l'Europe. La crainte à New York, ce n'est pas que la Russie ou la Chine prennent le Groenland. Il n'existe pas la moindre preuve qu'ils en aient besoin, qu'ils le veuillent, qu'ils le convoitent ou qu'ils en fassent le projet. Pas un mot à ce sujet depuis 20 ans. Alors, quel est le problème? Le problème est, et j'espère vraiment que mes amis en Europe m'écoutent, que le problème pour les États-Unis, c'est que l'Europe pourrait enfin faire quelque chose à propos du Groenland. Que l'Europe dise, nous allons exploiter l'énergie disponible là-bas et nous allons récupérer les terres rares ou tout ce que nous pourrons trouver sous la glace à mesure qu'elles fond. Ils ne veulent pas que cela revienne à un autre pays. Et ils n'ont rien à perdre, car plus les États-Unis adoptent une attitude menaçante, plus ils dépensent des milliards pour intimider le Groenland, plus l'accord conclu par la société de cobalt sera avantageux. C'est une entreprise qu'il faudrait examiner, car elle investit depuis des années au Groenland, et certains de ses principaux actionnaires sont des entreprises de la Silicon Valley, Amazon, Apple, Peter Thiel, tous. C'est un vieux dossier. Ils ne veulent pas avoir à verser d'énormes sommes d'argent au Groenland. Ils veulent que le gouvernement des États-Unis utilise l'argent des contribuables pour intervenir là-bas et faire suffisamment de bruit afin d'obtenir un meilleur accord. Plus de bases pour l'armée américaine, plus d'investissements, des frais moins élevés à payer, moins de Groenlandais à embaucher. C'est un très vieux jeu consistant à utiliser l'argent public pour subventionner des entreprises privées rentables. Et dans ce cas, avec l'objectif supplémentaire d'éviter d'impliquer les Européens, car cela rendrait simplement le tout plus coûteux. Et ils ont déjà dû renoncer à l'un de ces aspects. M. Trump a déclaré qu'il n'utiliserait pas la force militaire. Eh bien, c'est un problème. Il ne l'avait pas dit auparavant. Il ne voulait pas avoir à le dire. Cela lui a été arraché par quoi?
par le risque que, s'ils ne faisaient pas cela, les Européens pourraient en réalité comprendre ce qu'on leur faisait subir et opposer la résistance qui pourrait faire la différence, ce qu'ils peuvent encore faire. Mais il leur faudrait trouver l'unité qu'ils n'ont pas et le courage qu'ils n'ont pas pour accomplir cela. Ils peuvent encore le faire. C'est entre leurs mains. M. Trump est très contrarié que cela ne soit pas entre les siennes. Maintenant, un mot à ce sujet. Il était possible de pratiquer la politique des grandes puissances lorsque le monde était ce qu'il était autrefois, au XVe, XVIIIe et XXe siècle. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Nous ne vivons pas à l'époque coloniale, nous vivons à l'époque anticoloniale. L'immense majorité des peuples du monde adhèrent à une manière de penser anticoloniale. Oh oui, il y a des exceptions, et il y a des gens qui utilisent ce langage à leur propre avantage. Bien sûr, toujours. Mais c'est ainsi. Et si vous essayez de mener une activité coloniale à une époque marquée par un sentiment anticolonial, vous allez échouer. Non seulement vous allez échouer, mais vous finirez par faire des choses qui contribueront à votre échec. Israël essaie d'établir un régime colonial de peuplement en Palestine. On pouvait le faire autrefois. C'est ainsi que la Palestine a été créée à l'époque. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Et si on essaie, on en arrive à des choses comme le génocide et à une isolation dans le monde dont Israël ne se remettra jamais. Et les États-Unis jouent à la politique de grande puissance. C'est trop tard, Jack. C'est trop coûteux. C'est trop tard. It's too expensive, it's too late. You're not strong enough to do it anymore. Tu n'es plus assez fort pour le faire. Qu'est-ce qui change le monde? J'exagère un peu, mais je veux souligner un point. Ce qui se passe dans le monde n'est pas une rupture provoquée par M. Trump. Avec tout le respect que je lui dois, et je n'en ai pas beaucoup pour M. Carney, le fait qu'il dise maintenant avoir compris que les 50 dernières années ont été une vaste arnaque mondiale signifie simplement qu'il a enfin réalisé ce que 50 ans d'analyse marxiste du néolibéralisme ont expliqué bien mieux que tout ce qu'il a jamais dit ou écrit. C'est encore un autre, vraiment en retard, Jack, pour que tu comprennes. Ce qui bouleverse le monde, ce n'est pas M. Trump. Ce qui bouleverse le monde, c'est l'évolution du capitalisme. Passe du modèle privé que nous avons en Occident à la version hybride, à la fois privée et étatique que l'on trouve en Chine. Le socialisme, si vous voulez, les Chinois ont tout à fait le droit d'utiliser ce terme, comme tout le monde. La Chine est le problème. La Chine prouve qu'elle peut croître plus vite que tout le monde, puis récolter tous les bénéfices politiques et idéologiques. Mon Dieu, c'est bien là le problème. Ne nous laissons pas berner en pensant que M. Trump, ce clone, essaye de faire face, ce qu'il ne peut pas, aux défis que représente la Chine. Il n'en est pas capable. Il tourne autour du pot, oui. Il saisit des pétroliers. Michael a tout à fait raison. Il essaie de comprendre jusqu'où il peut aller. Ils ont appris en Ukraine, pas très loin. Très bien, maintenant ils vont essayer autre chose. Même l'intérêt pour l'océan vient de ce qu'ils ont pu faire sur la terre ferme. Les États-Unis, voici ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont perdu la guerre du Vietnam, ils ont perdu la guerre en Irak, ils ont perdu la guerre en Ukraine. Vous savez quoi? Cela fait beaucoup de défaites. Des centaines de milliers de soldats américains n'ont pas résolu le problème. Ce ne sont pas les bottes sur le terrain, Jack. C'est la Chine et tout ce qu'elle représente. Le cœur de la croissance économique s'est déplacé de l'ouest vers l'est. Voilà le problème. Et tant que vous n'aurez pas trouvé de plan pour y faire face, et les États-Unis n'ont même pas commencé à le faire, vous êtes, si vous me permettez, en train de jouer à la marge. Pourriez-vous provoquer une guerre mondiale? Bien sûr. Faut-il le prendre au sérieux? Oui, et nous essayons de le faire dans cette émission. Mais ne nous laissons pas berner par ce qu'ils considèrent comme une mise en scène émouvante.
Ils étaient tous enthousiastes. Ils se sont levés et ont ovationné Mark Carney parce qu'il était le seul à dire quelque chose qui ressemblait à du courage. Incroyable. Monsieur Carney a eu le courage de dire qu'il veut maintenant que nous sachions, encore une fois, ce que 50 ans de marxistes et même d'autres au-delà des marxistes ont pu nous enseigner sur la mondialisation néolibérale qui a été critiquée dès le départ. C'est juste que des banquiers comme M. Carney ne lisent pas la littérature pertinente. Ils pensent être au-dessus de tout cela, alors ils croient pouvoir le comprendre 50 ans plus tard. 50 years later. Eh bien, Richard, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce dont nous parlons entre nous depuis, je dirais, plus d'un an maintenant. Et cela a explosé à Davos d'une manière que, si nous avions essayé de la prévoir, on nous aurait accusé d'exagérer énormément. Mais c'est là que les tendances nous mènent. Dans une économie qui se polarise, la tendance va naturellement vers les extrêmes. Il suffit de dire que s'il existe un déséquilibre dans l'économie, un déséquilibre visant à concentrer toute la richesse mondiale aux États-Unis et à ne rien laisser aux autres pays, en particulier aux puissants comme la Russie et la Chine. Alors tout cela n'est que le déroulement naturel de ce processus. Et ce qui est si ironique dans tout cela, et cela est apparu très clairement à Davos, c'est que la guerre froide contre la Russie et la Chine constitue la fiction fondatrice qui permet aux États-Unis de prétendre que le monde doit soutenir l'économie américaine pour la protéger de la Russie et de la Chine. Trump affirme qu'il doit s'emparer du Groenland pour le défendre d'une invasion imminente de la Chine ou de la Russie. Or, les Groenlandais ont déclaré qu'ils exportaient beaucoup de crevettes vers la Chine, mais qu'ils n'avaient vu aucun navire chinois. La Chine et la Russie n'ont aucun besoin du Groenland. Elles ont seulement besoin de passer par ou à côté de lui pour atteindre l'Arctique, mais elles n'ont pas besoin du Groenland lui-même. Elles en ont déjà assez. Les États-Unis entretiennent cette fiction complaisante qui cherche à façonner le récit. Et ce récit, c'est ce qu'on appelait dans les années 1960 « Oncle Pigeon ». L'Europe nous exploite. Regardez tout l'argent que nous avons versé au complexe militaro-industriel pour le soutenir. L'Europe doit nous rembourser et soutenir notre complexe militaro-industriel. Et en fait, comme vous le savez, Trump vient d'augmenter les dépenses militaires dans le budget américain, passant de 1 000 milliards à 1 500 milliards de dollars cette année. Il a déclaré que cela montre à quel point nous sommes exploités par l'Europe et le reste du monde, car c'est notre excuse pour les protéger contre les conquêtes militaires chinoises et russes. En réalité, ce que cela montre, c'est le coût de la tentative visant à empêcher l'Europe et les pays occidentaux de se tourner vers les économies connaissant la croissance la plus rapide au monde, l'Eurasie ou le continent asiatique, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Comment les bloquer? Il faut les bloquer militairement. Comment appelle-t-on cela? La paix. C'est la bande de la paix de Trump qui l'a créée. Ainsi, dans tout ce récit, l'agresseur n'est pas la Russie ni la Chine. Ils veulent simplement leur propre souveraineté. Ils veulent être indépendants de la capacité des États-Unis à transformer le commerce en armes, à transformer le dollar en armes, à transformer la finance internationale en armes, à transformer le système bancaire SWIFT en armes et tout le reste. Et je pense que certains Européens commencent à se dire « Eh bien, peut-être que nous avons choisi le mauvais camp. Peut-être que nous n'aurions pas dû ruiner l'industrie lourde allemande et d'autres industries européennes en rejetant le commerce avec la Russie pour son pétrole et son gaz et en devenant dépendants des États-Unis. Peut-être qu'au lieu de cette dépendance, nous aurions pu avoir une relation mutuellement bénéfique, au lieu de ce que Trump a dit.
L'Amérique d'abord signifie qu'il y a un gagnant et un perdant dans chaque transaction sous Trump. Il a dit que l'Amérique serait toujours le gagnant. Cela veut dire que ses partenaires seront toujours les perdants. Tout ce que l'Europe a à faire, c'est de lire ses discours, et c'est tout. Et pourtant, ils ont tous été rachetés. Il est intéressant de constater que les invités que vous avez reçus dans cette émission et qui se sont montrés les plus explicites ont tous travaillé auparavant pour le gouvernement américain. Et en travaillant pour le gouvernement, ils ont tous été choqués par ce qu'ils ont découvert. Paul Craig Roberts, lorsqu'il travaillait au Trésor, a découvert, comme il me l'a répété à maintes reprises, que les États-Unis achetaient tout simplement des politiciens étrangers avec de petites enveloppes blanches remplies d'argent. Ou bien, au lieu de le faire directement, ils créaient des organisations non gouvernementales comme le German Marshall Fund et l'Atlantic Council, qui soutenaient leur carrière et les promouvaient jusqu'à ce que l'on voit des Tony Blair et des Macron au pouvoir partout en Europe, sachant parfaitement de quel côté leur pain est beurré dans toute cette affaire. Et c'est cela que les États-Unis ont créé. Et où sont les politiciens européens qui s'y opposent? Eh bien, ce sont les partis nationalistes. Mais ce sont des partis de droite qui, en réalité, approuvent dans l'ensemble ce plan financier que Richard a très justement décrit. C'est véritablement le plan américain d'exploitation. C'est un plan financier, c'est le plan des capitalistes financiers. Ils disent simplement « Nous voulons notre part ». Nous sommes d'accord avec toi, Trump. Nous sommes anti-travailleurs. Nous voulons maintenir les salaires bas. Nous voulons que tout l'excédent économique de l'économie nous revienne, non pas à notre propre économie interne, non pas pour les dépenses sociales, mais pour nous-mêmes, afin de créer de la richesse financière non industrielle. Ils sont tous favorables à cela. Ils veulent simplement leur part du gâteau. Et l'Amérique ne veut pas, et Trump ne veut pas, leur donner quoi que ce soit. C'est une sorte de gravitation. C'est comme ce que les néolibéraux américains ont fait en Russie dans les années 1990. Et c'est cela qui a été si choquant, comme John Hilmer l'a si bien expliqué dans les années 1990, lorsque je l'ai rencontré pour la première fois à Moscou. Ceux qui ont réellement été à l'intérieur sont les plus choqués par ce qui se passe. Et ce sont eux les invités de votre émission. Ceux qui n'ont pas exprimé de choc, mais ont tout accepté, sont les personnes restées à la CIA, au département d'État et dans tout ce réseau d'organisations non gouvernementales élaborant une sorte de guerre internationale, enfin, intellectuelle. Et c'est ainsi que les Russes l'ont appelé. And that's what the Russians have been calling it. This is the intellectual war. La guerre intellectuelle consiste à façonner la manière dont le reste du monde perçoit ce qui se passe. Quels sont les facteurs causaux? Quel est le contexte de tout cela? Et si vous pensez que le contexte est que l'Amérique défend la démocratie contre l'autocratie, lorsque autocratie désigne des pays qui ne privatisent pas les besoins essentiels, qui ne privatisent pas les services publics, mais les maintiennent dans le domaine public, afin de fournir des services à un tarif subventionné, plutôt que de les privatiser à des fins lucratives. Eh bien, il s'avère que la véritable autocratie se trouve dans la démocratie américaine. Les gouvernements qui représentent réellement les intérêts de l'élévation de la population dans son ensemble, ses conditions de vie, sa productivité et sa croissance industrielle, sont la Russie et la Chine. Il existe donc deux modèles. La question est comment utiliser la rhétorique et la logique orwellienne pour empêcher les gens de comprendre ce modèle, en jouant avec leur esprit. Tout tourne autour du contrôle de la manière dont les gens pensent et imaginent ce qui se passe. Et c'est ce à quoi la politique européenne en est arrivée, tout comme la politique américaine, dans le sens que Richard vient d'évoquer. Nous parlons de ce qui se passe depuis des années,
Mais c'est pour cela que nous sommes dans votre émission, pas dans la nôtre, en tant que partie prenante des décideurs politiques. Permettez-moi d'intervenir cependant. J'essaye de trouver le mot juste. Bon, je ne vais pas faire ça. Laissez-moi simplement expliquer ce que je veux dire. Ce projet dont nous parlons et que Michael nous rappelle une fois de plus avec éloquence, comme il l'a fait par le passé, et je suis d'accord avec lui, c'est d'ailleurs pour cela que nous avons la relation que nous avons, je ne pense pas qu'il réussisse. Je pense qu'il échoue. Et je veux que ce soit clair, afin que les gens ne croient pas que nous disons « vous savez que c'est fini », que nous avons perdu. Ce n'est pas ma position. Je ne pense pas que ce soit celle de Michael non plus, mais je veux préciser que ce n'est pas la mienne. Par exemple, si tout cela se passait bien, vous n'auriez pas, et je veux que ce soit bien clair, vous n'auriez pas la ville de Minneapolis décidant. Et j'ai lu le communiqué de presse du Conseil central du travail de l'AFL-CIO de Minneapolis, qui a publié une déclaration le 16 janvier appelant à une grève générale dans la ville, prévue pour demain, le 23 janvier, afin de protester contre l'utilisation de la nouvelle armée spéciale américaine, l'ICER, contre la ville dans son ensemble. Et ils le font en coopération manifeste avec le maire et le gouverneur de l'État et de la ville. Minneapolis est une grande zone urbaine du Midwest des États-Unis. Une grève générale. Nous n'avons pas eu d'appel sérieux à une grève générale depuis de très nombreuses décennies dans ce pays. Et si vous voulez savoir, l'avons-nous déjà fait? Oui, ce sont là les moments héroïques et radicaux de l'histoire américaine. Et nous voilà à un autre de ces moments. Ce n'est pas un signe de force, c'est un signe d'une division sociale très inquiétante. On parle de guerre civile dans ce pays. Le plus grand bloc de l'Assemblée nationale française, comme je ne cesse de le rappeler, est dirigé par Jean-Luc Mélenchon. C'est un communiste, ou du moins il l'était. Il n'est plus membre du Parti communiste, si je comprends bien. Il est désormais à la tête de la France insoumise, qui constitue l'élément principal d'une coalition regroupant tous les partis de gauche. Et c'est un fait important. Les partis de gauche, qui se sont affrontés pendant des décennies en France, comme cela a souvent été le cas dans une grande partie de l'Europe et au-delà, ont réussi à s'unir. Ils ont reconnu une étape nouvelle et différente. Et oui, il y a des partis de droite qui émergent et qui s'opposent un peu à tout cela, mais depuis un autre point de vue et avec des objectifs différents. Mais l'histoire est toujours désordonnée de cette manière. Et le fait est qu'ils ne pouvaient tout simplement pas s'emparer du Groenland. De plus en plus de gens en Amérique latine comprennent, à mesure qu'ils digèrent l'enlèvement de Maduro. Ils savent ce à quoi Michael faisait référence plus tôt. Ce n'était pas un grand exploit de la puissance militaire américaine. C'était un grand exploit d'avoir soudoyé suffisamment de personnes dans les cercles dirigeants de ce pays pour leur permettre d'entrer et de faire une telle chose. C'est extraordinaire que nous pensions que cela n'aura pas de conséquences. On ne peut plus faire en Amérique latine ce qu'on faisait auparavant. Quelques canonnières ne suffiront pas. Elles n'empêcheront même pas le Venezuela de vendre du pétrole à la Chine. Pourquoi? Parce qu'elles ne le peuvent pas. Je vais conclure avec un autre petit symptôme. Les Américains, en général, ne peuvent pas acheter de véhicules électriques chinois. Ces fameux camions et voitures BYD dont j'ai parlé, et dont d'autres ont parlé aussi. BYD a remporté la compétition pour produire les meilleurs et les moins chers véhicules électriques. Ils ont gagné, pas Tesla, pas GM, pas Fiat, BYD. Et cela, à lui seul, en dit long sur l'état du capitalisme, ou sur ce qu'il n'est pas dans cette grande compétition. Et qu'a fait les États-Unis avec leur grande puissance? Rien, parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ont perdu la compétition, alors ils se sont protégés.
C'est le jeu des perdants. Ils ont imposé un tarif douanier de 100%. D'ailleurs, Trump avait commencé à 27%, Biden l'a porté à 100%, et M. Trump l'a laissé à 100%. Et pour être un bon et loyal suiveur, les Canadiens ont eux aussi imposé à la Chine un tarif de 100% sur les mêmes voitures et véhicules électriques. Jusqu'à la semaine dernière, lorsque M. Carney, la casquette à la main, s'est rendu en Chine et a dit « Oh, s'il vous plaît, pourriez-vous nous aider à nous libérer de notre dépendance envers les États-Unis » ? « Oh, bien sûr, a répondu Xi Jinping. Que diriez-vous de ceci? Nous achèterons votre huile de canola du Saskatchewan pour aider vos agriculteurs et vous supprimerez la barrière à nos véhicules électriques. » M. Carney a alors abaissé le tarif de 100% à 6,1%. C'est ce qu'on appelle une réduction, une grande. Et ainsi, ils ont convenu qu'il y aurait désormais 49 000 véhicules BYD ou véhicules électriques venant de Chine chaque année. Accord initial. Maintenant, alors que la presse découvre ce que cela signifie, elle se pose la question qu'elle aurait dû se poser plus tôt. Pourquoi, au Texas, en Arizona et au Nouveau-Mexique, voit-on réellement des voitures BYD sur les autoroutes américaines? Ces gens ont-ils payé une taxe de 100%? Non. Ils ont simplement traversé la frontière vers le Mexique et acheté les véhicules là-bas parce que le Mexique a signé un accord avec la Chine avant le Canada. Alors maintenant, nous verrons des New-Yorkais partir en petit séjour au Canada, acheter une BYD à Montréal sur le chemin du retour. Ah, vous savez ce que c'est? C'est le processus historique. Ce sont les plaques tectoniques qui bougent. Davos, c'est la danse au sommet. Mais cela ne peut pas contrôler, cela reflète à peine ce qui se passe en dessous. Et en dernière analyse, je parie que ce sera le mouvement ouvrier qui surprendra tout le monde. Parce que ce que font les Chinois, les Russes et tous les autres, c'est prendre des mesures extrêmement importantes pour conserver la capacité de production essentielle dont nous dépendons tous et qu'ils sont en train de monopoliser. Et cela va menacer le niveau de vie, car les capitalistes de l'Ouest ne veulent pas partager leur part de cette action asiatique avec la masse de leur propre population. La masse de leur propre population est en train de devenir des domestiques. Où sont nos emplois? Tu sais où ils sont. Ils sont dans les centres de remise en forme de l'Occident. Ils sont dans les services personnels. Enfin, tu vois, si c'était la Grande-Bretagne d'il y a 200 ans, ce seraient des armées de domestiques, comme en avaient les riches britanniques autrefois. Souviens-toi du dernier film britannique que tu as vu, un riche arrivant dans un magnifique château, et devant, alignés, tous les serviteurs prêts à accueillir le nouveau maître. Nous sommes tous des serviteurs ici. C'est organisé en industries distinctes, mais nous devenons le personnel de service. Le cœur de l'économie, il a disparu. Et les États-Unis essayent de s'accrocher à ce qu'ils ne peuvent pas retenir, sans compter ce que leurs propres capitalistes ont fait, délocaliser la production hors d'ici. Je pense que Richard avait laissé un vide, une pause dans ce qu'il disait, s'attendant à ce que j'intervienne à propos de Minneapolis. Et je ne l'ai pas fait, mais lui et moi en avions déjà parlé, car je suis né à Minneapolis. Je pense que son expérience est très pertinente pour comprendre ce qui est arrivé à la gauche et au mouvement syndical aux États-Unis. Minneapolis est vraiment au cœur de cette histoire. Mon père a été l'un des dirigeants des grèves générales de Minneapolis en 1934 et 1935. Et ce sont ces grèves qui ont essentiellement conduit à la création du CIO et du syndicat des camionneurs.
the CIO and the truckers. Minneapolis was the only city in the world where Minneapolis était la seule ville au monde où rejoindre les trotskistes, le Socialist Workers' Party, pouvait réellement constituer une voie d'avancement professionnel. Presque tous les gardes du corps et les associés de Trotsky au Mexique venaient de Minneapolis. Ma mère et mon père travaillaient avec Trotsky au Mexique et ma tante est devenue citoyenne mexicaine pendant qu'elle y travaillait. Le problème, c'est qu'un mouvement de gauche se développait à Minneapolis et soutenait véritablement les travailleurs, tandis que les grandes entreprises, mon père pensait qu'il s'agissait de Walgreens, engageaient des bandes de nervis pour tenter de disperser les défilés et les manifestations ouvrières. Mais il y avait d'immenses réunions de masse à Minneapolis. J'aimerais pouvoir retourner la caméra et vous montrer une peinture que ma tante Jerry a réalisée. Elle vivait là-bas et peignait des scènes des grèves générales. Beaucoup d'entre elles se trouvent au musée d'art de Minneapolis. C'était le point culminant de l'histoire de Minneapolis, mais aussi de celle du Parti démocrate, car les démocrates voulaient contrôler le mouvement ouvrier au nom de leurs deux principaux soutiens. La pègre, la mafia en réalité, puisque les machines démocrates des grandes villes étaient largement sous son influence, et l'aile droite de l'AFL, les syndicats conservateurs. Roosevelt écoutait Tobin. Je crois qu'il s'agissait de James Tobin, qui dirigeait le département du travail, et il accusa 17 partisans de la grève générale de Minneapolis en vertu du Smith Act. La loi Smith stipulait qu'il était criminel de prôner le renversement du gouvernement des États-Unis par la force et la violence. Mais les trotskistes et les syndicats protégeaient en réalité Minneapolis contre la force et la violence des nervis envoyés par les entreprises antisyndicales, ainsi que par les groupes d'extrême droite et les forces fédérales du Parti démocrate. Exactement comme ce qui se passe aujourd'hui. La veille de Pearl Harbor, en 1941, mon père et les 16 autres membres trotskistes furent tous condamnés en vertu de la loi Smith. Les partisans de cette loi n'étaient pas seulement ceux de la droite. Le Parti communiste la soutenait aussi, car les syndicats de Minneapolis empêchaient le Parti communiste d'entrer dans le mouvement ouvrier, puisqu'il était stalinien. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle scission entre les trotskistes et les staliniens. Et donc, en substance, ils ont conclu un accord. On m'a dit que la raison pour laquelle on m'avait accordé une habilitation de sécurité aussi élevée, c'est que Roosevelt avait passé un accord avec Staline. Il s'engageait à lutter contre les syndicats et le soutien ouvrier à Minneapolis si le Parti communiste promettait de ne pas déclencher de grève pendant la Seconde Guerre mondiale et la montée en puissance militaire que Roosevelt et Staline savaient inévitable. On retrouvait donc essentiellement le même schéma que celui que Richard a souligné. Le maire de Minneapolis a tenu beaucoup de beaux discours, comme Mark Carney à l'échelle internationale. Mais c'était en réalité un homme de droite qui combattait le candidat socialiste à la mairie de Minneapolis. Son équivalent dans les années 1940 était cet affreux partisan de la guerre du Vietnam, plus tard va-t-en-guerre, Hubert Horatio Humphrey. Hubert Horatio Humphrey. Et c'est Humphrey qui a tout fait pour donner l'impression qu'il était du côté des travailleurs, du peuple, tout en combattant tous les militants, tous les réformateurs, tous les dirigeants syndicaux. C'est sa capacité à trahir la population tout en se présentant comme un ami du monde ouvrier qui a permis à Johnson de dire « c'est l'homme qu'il nous faut comme vice-président » parce qu'il a fait pour Johnson au Vietnam ce qu'il avait fait à Minneapolis. Il a sauté dans le train de la guerre du Vietnam en déclarant « Les libéraux doivent se réveiller. Nous devons défendre le Vietnam et l'Asie contre le communisme. »
Eh bien, tout ce combat avait eu lieu bien plus tôt à Minneapolis, et il y avait là une population, en grande partie scandinave et irlandaise, très radicale dès le départ. Very radical population from the very beginning, obviously in the 70s. Évidemment, au cours des 70 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, la société est devenue plus bourgeoise et a pu se développer pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Mais c'est là que je pense que Richard faisait un point sur lequel j'interviendrai, parce que nous en avions parlé avant l'émission, et je ne voyais pas ce que cela avait à voir avec Davos. Mais maintenant, je comprends. Ce qui s'est passé à Minneapolis a détruit le mouvement radical et l'a remplacé par un faux mouvement radical, un faux mouvement ouvrier dirigé par le Parti démocrate et les sociodémocrates. C'est exactement ce qui s'est produit en Europe. De la France aux sociodémocrates allemands, à l'aile droite du spectre politique, aux russophobes. On voit tout cela en Europe. Le même type d'effort pour capter les esprits et influencer la manière dont le monde ouvrier perçoit les dynamiques mondiales et le fonctionnement du capitalisme financier. Il y a une lutte pour leurs esprits. Et c'est une forme de guerre intellectuelle et mentale qui va de pair avec les formes asymétriques de guerre que nous voyons partout dans le monde en ce moment. C'est précisément là le problème. Comment peut-on, en Europe, comprendre de quoi nous parlons, alors que la gauche a été tellement absorbée par les partis de droite social-démocrate qu'il n'y a plus que les partis nationalistes de droite qui disent, en substance, peut-être devrions-nous nous tourner vers la Russie et la Chine plutôt que de soutenir l'Ukraine ou de nous engager dans une guerre qui utilise tout notre argent simplement pour appuyer la lutte pour l'hégémonie centrée sur les États-Unis. Vous savez, la seule note de bas de page que je pourrais ajouter, et je suis très heureux, Michael, que vous ayez abordé ce sujet. Je ne savais pas, même d'après votre histoire personnelle, que si je l'avais su, je vous aurais encore plus poussé à parler de Minneapolis plus tôt. Alors merci beaucoup pour cela. Mais laissez-moi conclure par une note de bas de page. Monsieur Macron en France est devenu un homme politique important en tant que membre du Parti socialiste. Il a été, dans un gouvernement précédent, je crois, ministre de l'Éducation dans un gouvernement socialiste dirigé par le Parti socialiste. Quelle que soit la signification du mot socialisme, on peut en voir l'épanouissement dans le vide absolu de M. Macron, dont la cote de popularité dans son propre pays rivalise avec celle de M. Trump ici. Un autre exemple, M. Starmer. Vous savez, le Parti travailliste s'est autrefois qualifié de Parti socialiste en Angleterre. Il en est le chef. S'il en est le chef, c'est parce qu'il a dirigé la destruction de Jeremy Corbyn, qui, lui, est réellement socialiste, en s'appuyant sur une accusation fabriquée de toutes pièces autour de l'antisémitisme. Un peu comme la manière dont le gouvernement Trump s'en est servi pour dissimuler un tout autre agenda qui n'a absolument rien à voir avec l'antisémitisme. C'est extraordinaire de voir à quel point ce qu'ils essayent de faire ne fonctionne pas. Et je pense que la masse des classes ouvrières en Europe comprend de plus en plus clairement que les dirigeants, surtout ceux qui prétendent avoir été de gauche, syndicalistes ou socialistes, ont trahi tout ce que ça pouvait signifier. Et donc, vous posez les bases d'un changement radical, ce qui, à mon avis, est ce que l'on va observer en Europe. Il va y avoir, et c'est, je pense, que von der Leyen et tous les autres redoutent, c'est ce que Michael disait au début, ils ont misé sur le mauvais cheval. Ils ont récolté beaucoup de gains pendant de nombreuses années grâce à ce pari, donc ils ne peuvent pas s'en détacher. Mais cela va désormais marquer leur fin politique, pas le début de quoi que ce soit. Et c'est, je crois, ce que nous avons vu à Davos. Oui. Michael, veux-tu ajouter quelque chose avant qu'on termine?
Je pense que nous avons vraiment tout couvert, sauf les détails et la vue d'ensemble. Exactement. C'était vraiment ce que nous voulions faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Richard et Michael. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir parmi nous. Merci. On se parle la semaine prochaine. Week.